Nous continuons le cours qui a été commencé la dernière fois sur les infections génitales hautes. On avait déjà vu les infections génitales basses, donc aujourd'hui on continue avec les infections génitales hautes. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. La dernière fois, parlant des infections génitales hautes, on avait parlé de l'endométrite, puisqu'on vous avait pris, vous avait expliqué que les infections génitales hautes concernent plusieurs groupes d'infections, notamment les les endométrites, les salpingites, les ophorites. Ce sont les trois grands groupes d'organes qui sont touchés lorsque il y a une infection sur ce plan-là. Donc, la dernière fois, on a parlé largement des endométrites. Aujourd'hui, on va continuer avec les salpingites, on verra les ophorites avant de continuer notre cours sur d'autres pathologies. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est le même plan comme la dernière fois. Sur le plan de la physiopathologie, d'abord, je tiens à noter que lorsqu'on parle de salpingite, il s'agit essentiellement d'une infection de la trompe, d'une infection des trompes de la patiente. Les trompes, on l'avait vu dans les rappels anatomiques, sont des organes. Donc, on avait vu la dernière fois que on a vu au premier semestre dans les rappels d'anatomie que que les trompes sont des structures paires qui naissent au niveau des cornes utérines. Il y en a deux. On aura la trompe gauche et la trompe droite. Et donc, s'il y a une infection au niveau de ces structures, ça va créer ce qu'on appelle une salpingite qui serait due à une inflammation localement dont la sapingite, en réalité, sur le plan de la physiopathologie, va se développer généralement à la suite d'une infection bactérienne. La plupart du temps, il s'agit d'une infection bactérienne qui est ascendante et commence généralement au niveau du vagin ou même du col de l'utérus. Les bactéries comme le gonorrhée ou comme le chlamydia vont pénétrer par la suite dans l'utérus et vont atteindre les trompes de Fallot. En atteignant cela, elles vont attaquer la structure même des trompes, ce qui pourrait créer, une inflammation et un épaississement de la paroi des trompes qui peut finir par se coller entre elles. Les trompes peuvent finir par se coller entre elles. La trompe étant inflammée, elle est rouge et tout le reste. Elle peut se coller à l'utérus, elle peut se coller aux ovaires, qui vont créer, n'est-ce pas, ce qu'on appellera après des adhérences. On verra un peu quand vous verrez des échographies, on va vous dire qu'il y a des adhérences annexielles. Ok. On vous dira généralement qu'il y a une masse annexielle, non pas une masse. On vous dirait qu'il y a un accolement tubo-ovarien, un accolement tubo-utérin. C'est en réalité la conséquence de ces inflammations qui ne sont rien d'autre que une inflammation due à une infection qui était là à la base. C'est important de comprendre ça parce que lorsqu'on verra des pathologies plus tard à l'hôpital, il sera question, par exemple, de regarder, de faire une hystérosalpingographie à une patiente, on peut être appelé à faire une hystérosalpingographie à une patiente parce qu'on veut étudier la structure de ses trompes. On va toujours commencer par vérifier qu'il n'y ait pas une infection. On fera d'abord généralement un PCV, du moins pour vérifier qu'il n'y ait pas une infection vaginale. Et je vous le disais parce que lorsqu'il y a l'infection vaginale, le risque, c'est que quand on va prendre le liquide iodé pour pousser à travers le col, question d'aller étudier la structure des ovaires, la conséquence immédiate, c'est qu'on peut pousser la structure des trompes, pardon. La conséquence immédiate, c'est qu'on peut pousser les différents germes qu'il y avait au niveau du col ou même dans l'endomètre, on peut les pousser dans les trompes et donc par conséquent entraîner une infection des trompes qui n'était pas là initialement. Donc c'est un peu ça le mécanisme. Je ne sais pas qui a toujours son micro activé, mais si la personne peut désactiver son micro, ça va nous faciliter le travail. On est en train d'enregistrer le cours et tous ces petits bruits dans le cours, après, c'est pas très beau. Cliquez sur votre micro, vous le coupez simplement si vous voulez faire des bruits. Sur le plan des étiologies, on note que les infections sexuellement transmissibles sont la cause la plus fréquente des salpingites. Donc, c'est rare d'avoir une salpingite chez une dame qui n'est pas sexuellement active. C'est rare, vraiment exceptionnel.
Et il y a plusieurs groupes de bactéries qui peuvent entraîner ces salpingites. Ça peut être du gonorrhée, le Neisseria gonorrhea. Ça peut être du chlamydia, qui est en l'occurrence le chlamydia trachomatis. Ça peut être d'autres agents infectieux comme le mycoplasme. Dans notre contexte, on a beaucoup de mycoplasmes qui peuvent entraîner des infections génitales hautes. On note qu'on a deux grandes entités dans les mycoplasmes. C'est généralement le mycoplasme Erythritecum et le mycoplasme hominis. Le mycoplasme hominis va entraîner les germes surtout au niveau du vagin, alors que le mycoplasme Erythritecum va attaquer l'utérus et les trompes, dans tous les autres organes. À côté, on peut également avoir des germes, des bactéries anaérobiques qui peuvent créer ce genre de problème également. Pour ce qui est des facteurs de risque, on note que les facteurs de risque de la sapégie vont comprendre les antécédents d'IST non traités, les facteurs de risque vont comprendre les antécédents d'IST non traités, les partenaires multiples. Donc, dans les facteurs de risque, il y aura les antécédents d'IST non traités, on aura la multiplicité des partenaires sexuels, ce sera un jeune âge lors des premiers rapports sexuels, l'utilisation des dispositifs intra-utérins, de même que les interventions gynécologiques invasives. Ça peut être iatrogène. Donc, vous voyez, si vous faites une stérosalpingographie à une patiente sans avoir vérifié au préalable si elle est vaginale, alors cela peut créer un problème. Dans l'étude clinique, on note que les symptômes de la salpingite peuvent inclure plusieurs éléments. Ce seront vraiment, je vous ai dit la dernière fois que lorsqu'on parle des infections génitales hautes, elles ont quasiment les mêmes symptomatologies, elles auront les mêmes approches thérapeutiques. Dans l'étude clinique des salpingites, on note que on peut avoir une douleur pelvienne, ça peut être des pertes vaginales anormales, ça peut être de la fièvre, ça peut être des saignements intermenstruels, ça peut être des dyspareunies chez votre patiente. Il est important de préciser que le tout arrive, quand on parle d'infection génitale, le contexte généralement, c'est une patiente qui est dans une période post-menstruelle, donc une patiente qui a généralement saigné quelques jours auparavant, qui a eu un rapport sexuel après l'arrêt de ses menstruations, un rapport sans aucune protection et qui va se retrouver avec ces douleurs pelviennes généralement intenses là. C'est le tableau qui va vous faire suspecter d'emblée que peut-être vous êtes dans une infection génitale haute. Et là, vous pourrez commencer à explorer quelle est l'infection génitale haute en particulier ici. Donc, lorsque vous ferez un examen clinique, vous pourrez trouver qu'il y a une douleur à la mobilisation du col. C'est ce qu'on appelle un chandelier. Si vous avez, lorsque vous touchez le col, vous le bougez. Si la patiente sent mal, vous direz que le chandelier chez la patiente, il est positif. Ça peut être, voilà, c'est ça qu'on appelle la douleur à la mobilisation du col. Vous pouvez, lorsque vous faites un toucher vaginal, en allant au niveau des annexes, en faisant le toucher bimanuel, donc j'ai une main dans le vagin, j'ai une deuxième main sur la paroi abdominale.
Lorsque je fais le toucher bimanuel au niveau des annexes à gauche et à droite, je peux ressentir, il peut avoir une douleur annexielle. À côté, on peut avoir même une masse annexielle parce que on peut avoir un abcès tubaire. Ça peut être qu'il y ait de l'abcès du pus dans la trompe. Et donc, en faisant l'examen, la trompe étant dilatée, on peut palper une masse au niveau des annexes. Et donc, sur le plan biologique, on ira au laboratoire. Lorsqu'on va suspecter que la patiente a une infection génitale haute, on ferait comme les autres. On irait d'abord regarder avec une numération qui vous permet de regarder le taux de globules blancs. Vous ferez une CRP pour la patiente. La CRP va vous permettre de voir, de confirmer qu'il y ait effectivement une inflammation. Vous pourrez faire un prélèvement vaginal, rechercher les germes typiques, puisqu'on vous a dit que le chlamydia, par exemple, sera retrouvé. Donc, vous pourrez faire la recherche du chlamydia chez votre patient. Vous pouvez faire une demande de mycoplasme chez la patiente. Et lorsque je parle du chlamydia ici, puisque vous serez appelé à en faire dans votre formation, dans vos cliniques demain, on va souvent identifier le chlamydia de type IgG parce qu'il y a plusieurs façons de rechercher le chlamydia. Il y a les examens directs et les examens indirects. L'examen indirect, c'est qu'on va rechercher la présence des anticorps anti-chlamydia dans le corps, dans le sang ou dans les sécrétions de la patiente. Et dans l'examen direct, on va carrément faire un PCR du chlamydia. Donc, on va aller chercher directement la présence du chlamydia chez la patiente. Donc, si vous vous rendez compte, en fonction de ce que vous choisissez, si vous faites la PCR, c'est l'examen le plus pointilleux, c'est l'examen, sauf qu'il est coûteux. La PCR, elle est coûteuse. Donc, si vous faites une PCR chez la patiente, c'est l'examen le plus fiable. Mais à côté, c'est aussi l'examen qui est quand même coûteux, c'est rare de l'avoir en moins de 30, de 35-40 000. En Gaoundéré, on le fait à peu près, mais dans les 40 000 à peu près. Et donc, euh, par contre, si vous décidez de faire le test de type IgG ou IgM, alors chez votre patiente, dans ce cadre-là, vous allez aller rechercher si les IgG sont positifs et les IgM sont négatifs. Ça veut pas. Alors, la patiente n'a pas de chlamydia. Parce que souvent, on se rend compte quand on fait l'examen chez la patiente, l'IgM est négatif, l'IgG, il est positif. On dit à la patiente, tu as le chlamydia, on doit te traiter, ce qui n'est pas normal. Or, par contre, si j'ai l'IgG qui est positif, l'IgM également qui est positif, c'est que la patiente est en train de faire une phase active du chlamydia, à ce moment, on peut la traiter. Si l'IgM est négatif et l'IgG est positif, alors on va généralement penser que la patiente a été en contact du chlamydia. Il est fort probable, par exemple, qu'elle soit désormais guérie. Donc, pas besoin à ce moment-là de venir lui proposer un autre traitement. Donc, il y a plein d'examens qu'on pourrait faire. On peut faire une échographie chez la patiente, puisque je vous l'ai dit, il peut arriver que chez la patiente, on ait euh, un abcès tubo-ovarien, on ait autre chose. Du coup, ça peut être qu'il y ait une accumulation de pus ou quoi que ce soit. En faisant l'échographie, on va vous dire que normalement, on commence à voir la trompe. Quand on fait une échographie pelvienne, on ne doit pas voir la trompe à l'échographie. Normalement, on ne voit pas la trompe. Si on commence à voir la trompe à l'échographie, ça veut dire que la trompe a un problème. Il faut le noter. Donc, si on commence à vous dire que la trompe est augmentée de taille, ça veut dire que la trompe a un problème. Normalement, on ne doit pas voir des trompes. Sur le plan des complications, on note que les complications de la sapingite comprennent l'infertilité, puisque les trompes étant inflammées avec tout ce qui va aller sur le plan local, cela pourrait entraîner effectivement des défauts dans la conception parce que la pathologie, la maladie avec l'inflammation, ça va altérer la qualité de les trompes, ça va détruire la composition ciliaire, les cils qui sont dans les trompes et donc par conséquent, on aura une difficulté dans la conception. En altérant la qualité des trompes, on va retarder l'évolution, la progression de l'œuf à l'intérieur des trompes, ce qui peut également entraîner chez la patiente plus tard, si on s'y conçoit, une grossesse extra-utérine. Du fait que lorsqu'il y a cette inflammation, ça va créer des adhérences. On a dit que c'est une conséquence fréquente, qu'il y ait beaucoup d'adhérences après les inflammations. Cela peut entraîner des douleurs pelviennes chroniques et des adhérences pelviennes.
Donc, une salpingite, si elle n'a pas été traitée ou alors si elle est récurrente, peut entraîner une destruction de manière permanente des trompes de Fallope et une altération de la fertilité. Lorsque les trompes ont été détruites, si les trompes ont été détruites, sachez-le, c'est détruit, on ne va pas les récupérer pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce qu'on pense que c'est une salpingite? Je vous ai expliqué l'autre jour les grandes lignes de la prise en charge des infections génitales hautes en vous disant que si on pense que l'infection, elle est légère, elle est simple, on traite la patiente en ambulatoire en mettant les médicaments qui vont couvrir la plupart des germes. La plupart du temps, ici, il est question d'associer du métronidazole avec de la doxycycline. Euh, Quelquefois, on peut également mettre une dose de ceftriaxone à la patiente. On a vu des antalgiques. Et forcément, et toujours, il faut faire un prélèvement vaginal pour faire un antibiogramme. Question d'adapter secondairement la prise en charge de la patiente aux traitements qui seraient les plus indiqués. Donc ça, c'est très important. Et donc, si autrement la patiente présente une infection grave, une infection sévère, si on est dans le cas d'une infection sévère, on a dit qu'à ce moment, la patiente, elle doit être hospitalisée. Vous hospitalisez la patiente. Une fois que la patiente est hospitalisée, vous commencez avec de la ceftriaxone 2 grammes, ça permet de couvrir le gonocoque. Vous mettez du métronidazole, ça permet de couvrir tous les aérobes. Vous mettez de la doxycycline en continu, ça permet de couvrir le chlamydia, ça couvre le mycoplasme également, donc ça couvre la plupart des gènes. Voilà un peu l'idée qui est derrière lorsqu'on fait un traitement devant une infection génitale. Ce sera un peu la même chose lorsqu'on sera dans un tableau de chlamydiose également, de salpingé. Donc, voilà, donc c'est comme les autres, quoi. Et il faut noter, comme on a dit, dans la plupart des infections génitales hautes, ce sont des infections qui sont sexuellement transmissibles. Donc, il va toujours falloir penser à traiter toute la chaîne. Traiter les partenaires. Si les partenaires ont d'autres partenaires, vous les traitez. Je vous ai toujours pris le cas de cette patiente qu'on avait à Kribi, qui était arrivée avec son mari qui vit à Yaoundé. Elle vit à Kribi. Son mari, il a fait un test de chlamydia au centre pasteur de Yaoundé qui était positif. Donc, il a reçu un traitement et le médecin lui a dit, il faut penser à traiter votre partenaire. Elle est venue chez nous, elle a fait un test, c'était positif, nous on l'a traité. Et nous, on lui a dit, bon, écoutez, madame, s'il y a d'autres personnes à côté, il faut aussi les amener. Je vous ai dit qu'elle nous a amené finalement 8 de ses cousins. Bon, on ne sait pas comment, mais elle avait 8 cousins qui avaient tous le chlamydia. Heureusement, on a traité tout le monde. Mais le plus drôle, c'est que au sixième, qu'elle nous a amené son sixième cousin, nous, on a fait le laboratoire, il a fait le test, il a dit qu'il n'y a pas de chlamydia. Elle a dit que non, 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 il faut refaire le test là a un problème. Vous voyez? Et effectivement, elle a tellement insisté que bon, on a dû au laboratoire. Bon, la patiente insiste que peut-être notre test a un souci. Oui, il faut reprendre le test. Et effectivement, il a repris le test et c'était positif. Voilà comment il faut toujours penser à traiter l'ensemble de la chaîne. Et lorsque c'est le cas, il faut penser à faire plus tard un bon suivi sur le plan de la fertilité parce qu'on vous a dit qu'il y a un gros risque d'infertilité derrière. Donc, on va finir les infections génitales hautes avec les ophorites. Les ophorites sont les infections des ovaires. Les ovaires, pareil comme les trompes, il y en a deux qui sont situés de part et d'autre de l'utérus, qui sont reliés à la cavité par trois ligaments. Les ligaments utéro-ovariens qui les fixent à l'utérus, le ligament infondibulo-ovarien qui fixe les ovaires à la trompe, et le ligament lombo-ovarien qui va fixer l'ovaire à la paroi postérieure de l'abdomen. Donc, s'il y a une infection généralement à l'ovaire peut donc se coller n'importe où, peut se coller à la trompe, peut se coller à l'utérus, peut même se coller quasiment sur les intestins derrière. En suivant, parce que quand l'ovaire sera inflammé, tous ces moyens de fixité également vont suivre son cycle. Donc, l'euphorie est une inflammation de l'ovaire, souvent associée à une infection ascendante provenant du vagin ou du col de l'utérus. Les bactéries vont atteindre l'ovaire par les trompes de Fallope, provoquant une inflammation et des lésions tissulaires. Donc, c'est rare d'avoir des cas où on aura l'ovaire seul qui sera infecté. Généralement, ce seront les trompes et les ovaires. C'est pour ça qu'on va souvent parler d'annexite, ou dit que les annexes sont inflammées. C'est dur sur le plan clinique de venir dire que bon, cette patiente, vraiment, c'est l'euphorite. Non, cette patiente, c'est la salpingite. Ça, c'est dur à faire.
Et donc, du coup, ce qu'on va généralement faire, on va vérifier, on va se rendre compte qu'il y a une annexite, il y a une infection des annexes. Donc, et quand on dit l'annexite, ça peut être à la fois les trompes, ça peut être à la fois les ovaires, ou les deux carrément. Donc, tout comme dans la CB, on note que la cause la plus fréquente des euphorites sont les infections bactériennes avec des agents pathogènes comme le Neisseria gonorrhea, comme le Chlamydia trachomatis, comme d'autres bactéries anaérobiques. Si vous prêtez attention, si vous allez vous rendre compte que le mycoplasme ne va pas trop faire des euphories. Les facteurs de risque, ce sont naturellement les mêmes facteurs qu'avec les sapingites. On l'a déjà vu, les rapports sexuels précoces, les rapports sexuels non protégés, la multiplicité des partenaires sexuels, les interventions gynécologiques invasives, le fait de certains gestes médicaux comme l'hystérosapingographie. Les symptômes de l'euphorie peuvent inclure, tout comme dans la sapingite, seront les mêmes tableaux. J'ai dit que ce sera difficile de dire ça c'est une sapingite, ça c'est une euphorie, parce que les deux ont quasiment le même tableau. La plupart du temps, ce seront une sensibilité abdominale, ce sera la fièvre, ce sera des pertes vaginales anormales, une fatigue générale. Le tout, généralement, qui vont survenir chez une patiente, comme dans la sapingite, qui est à la suite, qui est au lendemain de la fin des menstruations et avec la plupart du temps un rapport sexuel non protégé juste après ces menstruations. À l'examen clinique, vous pouvez, en faisant l'examen bimanuel comme dans la sapingite, donc en fait, ici on va vraiment évaluer les annexes, on peut se rendre compte, on peut se rendre compte on peut se rendre compte que, on, on peut se rendre compte qu'il y a une douleur à la palpation des ovaires, il y aura une sensibilité pelvienne et même des signes d'infection systémique. Excusez-moi un peu, s'il vous plaît. Donc, ce sera tout comme on a dit au niveau, lorsque vous faites l'examen, ce sera pareil que dans les salpingites. Vous allez jamais évaluer les annexites, tout simplement. Et on fera des examens au laboratoire. Ce sera la recherche des mycoplasmes, du chlamydia, un PCV. Mais toujours, il faut toujours penser à faire un antibiogramme, surtout lorsqu'on a des sécrétions, pour voir quel est le gène le plus adapté pour faire le traitement spécifique. Vous pourrez faire une échographie qui va confirmer effectivement qu'il y a jamais une adhérence annexielle et tout. Les complications de l'euphorie, ça peut être surtout ici un abcès ovarien. On peut avoir un abcès ovarien. On peut avoir des kystes qui peuvent arriver après. On peut avoir des adhérences pelviennes et même une altération de la fonction ovarienne. Lorsqu'on dit altération de la fonction ovarienne, ici, c'est surtout de comprendre que une patiente peut avoir une infection au point où elle devient, où elle a ce qu'on appelle une ménopause précoce. Parce que les ovaires ont été tellement inflammés que les ovaires ont été complètement détruits. Et si les ovaires sont détruits, je vous garantis que ça détruit leur structure et la patiente entre en ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne précoce, qui n'est rien d'autre que la ménopause précoce, juste parce qu'elle a eu une euphorie. Donc, ce sont des trucs qu'il ne faut pas forcément prendre avec légèreté. Et donc, dans les cas graves ou non résolutifs, on dit une chirurgie peut être nécessaire. S'il y a un abcès, il faut généralement aller drainer l'abcès. Maintenant, le débat se pose souvent de dire à partir de quel volume est-ce qu'il faut drainer l'abcès. On avait un collègue, on débattait l'autre jour dans notre groupe, parce qu'un collègue disait, voilà, elle a une patiente qu'elle a reçue pour une infection génitale haute, sûrement une salpingite ou une euphorie. Elle a fait un examen qui a montré qu'il y avait un abcès tubo-ovarien. Elle a commencé par un traitement médicamenteux et elle a dit l'abcès persistait après. Alors, on lui disait, bon, on pensait mieux d'opérer la patiente. Mais là, il s'agit de faire surtout une cystoscopie pour aller nettoyer. Donc, la conduite à tenir, comme on a dit, c'est surtout l'administration des antibiotiques, comme on l'a dit. Et si on pense qu'il y a une suspicion d'abcès, tout dépend maintenant du volume. Mais généralement, il faut penser à faire une intervention chirurgicale qui doit être une cystoscopie. Ce sera dû d'aller faire la parotomie, tout ça. On ferait une cystoscopie. Euh, on peut aller faire une ponction même éco-guidée si vous êtes entraîné et que vous voyez une poche d'abcès. Vous pouvez faire une ponction à travers le cul-de-sac de Douglas pour aller piquer dans l'abcès et vider, n'est-ce pas, l'abcès. Ça, c'est vraiment pour les personnes entraînées. Naturellement, on fera un repos au lit. On va veiller à hydrater la patiente, à traiter les douleurs. On fera un suivi médical régulier
pour évaluer la réponse au traitement. Parce que, tout comme dans les autres, dont je vous avais dit, lorsque la CRP est élevée et qu'on commence à faire une infection génitale haute, il faut faire la CRP tous les 48 heures. Si la CRP diminue, ça veut dire qu'on a une bonne réponse au traitement. Mais si la CRP continue à augmenter malgré les antibiotiques, ça veut dire que le traitement ne marche pas. Il faut commencer à réfléchir à des options. Il faut penser à d'autres possibilités de prise en charge. Ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir dans ces cas-là. Donc, en gros, voilà pour ce qui était des infections génitales hautes. On va parcourir rapidement les malformations congénitales. Là, on ne va pas trop s'étaler. Ce sont des pathologies spécialisées. Ici, les questions qu'on vous donne, les bases indispensables de comprendre quand même que la patiente, c'est peut-être une malformation, de savoir la référer vers la personne compétente pour sa prise en charge. Pour mieux comprendre les malformations congénitales, il faille que vous rentrez relire vos cours sur l'embryogenèse. On a vu que, vous avez vu que le système reproducteur commence, l'embryologie du système reproducteur commençait au lendemain de la fin de la 6e semaine de gestation, devait commencer vers le début de la 7e semaine, en sachant qu'avant la 7e semaine, on ne peut pas différencier si l'enfant qui est là est un garçon ou une fille, parce que les deux, ils auront à la fois les canaux de Wolff et les canaux de Müller. Les deux canaux seront présents. Et il serait donc important chez la patiente, à partir de la fin de la 6e semaine, si l'individu produit les hormones antimullériennes, il va devenir un garçon. S'il n'en produit pas, les canaux de Wolff vont regresser, les Müller vont persister, ça va devenir une fille. On sait que la formation du système reproducteur de la femme se fera en 3 grandes étapes. Ça, il faut commencer par le connaître. Ça, vous revoyez vos cours. Dans les malformations congénitales de l'appareil génital se réfèrent à des anomalies structurelles présentes à la naissance. Ça, c'est surtout ce qu'il faut comprendre. Si c'est congénital, ça veut dire que c'est arrivé avant la naissance. On ne peut pas naître avec, un utérus normal et après, on vient vous dire que vous avez un utérus bicone. L'utérus bicone, c'est une malformation congénitale. Si vous n'avez pas d'utérus, ça veut dire que vous n'êtes pas né avec l'utérus, comme dans le syndrome de Rokitansky, où la patiente peut ne pas avoir d'utérus, ou elle peut ne pas avoir un ovaire, des trucs comme ça. Ce sont les pathologies congénitales. Elle naît avec cette absence-là. C'est important de le comprendre comme ça. Donc, elles peuvent englober diverses conditions comme l'hypospadia, comme l'atrésie vaginale, comme l'absence d'utérus, comme les anomalies de développement des testicules, pour ce qui est du cas des jeunes garçons. Les malformations congénitales de l'appareil génital peuvent être multifactorielles, combinant des facteurs génétiques et environnementaux. Les facteurs génétiques vont comprendre surtout des mutations ou des variations chromosomiques, des anomalies génétiques héritées ou même sporadiques. Les facteurs environnementaux peuvent inclure des expositions aux médicaments tératogènes, aux irradiations, aux infections maternelles pendant la grossesse, aux toxines environnementales et à des facteurs nutritionnels. Imaginez-vous une femme qui travaille en radiologie où on utilise les rayons X et elle est enceinte. L'exposition aux rayons X pendant sa grossesse, surtout que dans notre contexte, comme au Cameroun, on va très peu utiliser des pads de tablier au plomb pour se protéger. Donc, l'exposition à ce plomb-là peut exposer la patiente enceinte à présenter des malformations plus tard pour sur son bébé à cause de ces altérations. Ça fait partie des facteurs environnementaux. Une patiente elle-même qui a une pathologie génétique susceptible d'être transmise à son enfant, elle peut le transmettre et cela peut également entraîner ces autres problèmes-là. Donc, les facteurs de risque des malformations congénitales de l'appareil génital peuvent inclure, entre autres, des antécédents familiaux de malformations, des troubles génétiques connus, l'exposition à des substances toxiques, les infections maternelles pendant la grossesse, les carences nutritionnelles, les facteurs environnementaux. Vous voyez, si vous êtes, quand vous parlez des patients qui ont utilisé le distilibène, qui était un médicament qu'on a beaucoup utilisé dans les années 1980 et tout, ce genre de patientes-là, au jour d'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'elles conçoivent, elles peuvent présenter plusieurs groupes de malformations. Mais heureusement, ce sont des produits qui ont été retirés du marché. Dans la même lancée, si vous avez des cas pareils avec, comme des gens qui sont nés au Japon après le lagage des bombes de Nagasaki et même d'Hiroshima, ceux-là, on dit
très longtemps, elles ont été exposées aux radiations. Et il y a eu beaucoup de cas de malformation là dans les familles après. Donc ça fait partie vraiment de ces facteurs qui peuvent exposer. Les signes et les symptômes de l'information de l'appareil varient en fonction du type et même de la gravité. Parce que si vous avez une absence d'utérus, vous n'aurez pas les mêmes problèmes qu'une femme qui a son utérus et qui n'a pas un ovaire. Vous voyez? Donc, si vous avez une utérus bicone, vous n'aurez pas les mêmes problèmes qu'une femme qui a une utérus, qui a une perforation hyménale. Donc, on ne peut pas venir comme ça, commencer à vous dire, voilà les signes et symptômes de chaque truc. C'est tellement large. On va prendre quelques cas comme ça, je les prends comme ça pour que vous compreniez. Si on prend le cas d'une patiente qui n'a pas, qui a une perforation imménale, il y a des patients comme ça qui naissent, qui ne chez qui l'utérus n'est pas perforé, chez qui l'hymen n'est pas perforé. Dès qu'elles sont jeunes, on ne va même pas s'en rendre compte. Elles vont grandir avec une imperforation imménale, on ne s'en rendra pas compte. C'est une fois à la puberté, quand elle va commencer à avoir ses menstruations, déjà, elle va avoir les menstruations qui ne vont jamais sortir, ça va s'accumuler à l'intérieur. On ne va même pas savoir. Elle va avoir, on vous a dit que la femme, les menstruations normales, c'est environ 80 cc de sang tous les mois. Elle va saigner environ 80 cc de sang tous les mois, ça fait environ 800, on va dire environ 750 à 800 millilitres en un an. Donc, toute une année, elle va saigner, ça va rester là-dedans. On ne va pas savoir. Elle aura des petites douleurs dans le ventre de temps en temps. 2 ans, 3 ans, elle finit par avoir 2 litres de sang accumulés dans la poche hyménale là derrière. Et donc, il arrive ce matin où elle se retrouve avec une douleur atroce. Quand on l'examine, il y a un bombement au niveau de l'hymen. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on vient faire le diagnostic de la perforation, de l'imperforation hyménale. Ça, j'ai déjà eu un cas ici à l'hôpital de Ngaoundéré, je vous l'ai dit. Une patiente qui était entrée par les urgences, on l'a gardée malheureusement pendant 2 jours sous trabat, ça ne servait à rien. Quand on me l'a présentée, elle était entrée le samedi, on me l'a présentée un lundi. Il était question qu'on aille faire une incision en étoile sur son hymen. Dès qu'on a fait chez la patiente que nous avons eu à Ngaoundéré, on a eu à ressortir environ 1800 cc de sang à l'intérieur. 1800 cc de sang. C'est à ce moment qu'on fait le diagnostic de l'imperforation hyménale. Vous avez une patiente qui n'aura pas d'utérus. De toute sa vie, toute son enfance, on ne va jamais savoir qu'elle n'a pas d'utérus. C'est quand elle va grandir, on va se rendre compte qu'elle n'a pas de règles. Au début qu'elle a 12, 13, 14 ans, on se dit, bon, c'est que elle n'a pas encore de caractère sexuel secondaire. Mais c'est qu'elle va se retrouver après, à 20 ans, on est quand même inquiet, on l'amène à l'hôpital parce qu'elle n'a jamais vu ses règles. C'est à ce moment que vous avez fait une échographie, on vous dit, la loge utérine est vide, elle n'a pas d'utérus. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un tableau typique où on va dire voici les signes et symptômes. Donc, vraiment, tout va varier en fonction de ce que la personne va présenter. Une patiente qui a une anomalie, qui a par exemple un utérus bicone, vous n'allez jamais savoir avant qu'elle n'ait conçu et qu'elle fasse des fausses couches à répétition, par exemple. C'est une patiente qui peut vous faire plusieurs épisodes de fausses couches. Et c'est quand vous allez vous asseoir un jour et dire, bon, cette patiente, elle a fait 2, 3 fausses couches. On va faire chez elle une hystéroscopie ou, je ne sais pas moi, ou une hystérosaperographie pour étudier son utérus. Et attaque, allez vous sur l'image, utérus bicone. Donc, il y a pas assez d'espace. Oui. Donc, il n'y a pas une façon spécifique de dire voici le tableau. C'est pour ça qu'on vous dit tout va dépendre vraiment du tableau, tout va dépendre de la malformation que la patiente va présenter, de la gravité de la malformation. Une patiente qui a une agénésie des ovaires, elle n'a pas les ovaires. Chez elle, tout de suite, ça va se ressentir parce qu'on aura une patiente peut-être à 20 ans qui n'aura quasiment aucun signe de la puberté. On va l'amener à l'hôpital parce qu'on se dit, bon, elle a un problème et tout. Et quand maintenant on fait une IRM, on dit, ben non, elle n'a pas d'ovaire, elle a une malformation comme ça. Donc, tout dépend vraiment de ce que la personne présente comme tableau malformatif. Dans l'examen physique, si vous faites un bon examen, vous pouvez mettre en évidence des anomalies visibles des organes génitaux externes ou même des organes internes qui peuvent être regardés, vérifiés par le toucher rectal ou vaginal. C'est lorsque vous voulez faire un toucher vaginal chez une personne qui a une perforation ménale, vous vous rendez compte que le vagin ne passe pas. Le vagin, il est bloqué, il est serré parce que les mains, normalement, il y a un petit trou derrière les mains, vous vous rendez compte qu'il n'a même pas de trou, tout est fermé. Mais cela dit, on peut faire des examens plus précis comme l'échographie. Dans les malformations utérines, par exemple, on fait l'échographie 3D. L'échographie 3D est très, très importante pour faire le diagnostic. Mais on en fait très peu quand même, malheureusement, alors que c'est un examen qui est très facile à faire. Aussi, dans les cas avec des utérus bicornes, c'est des utérus qui a 2 cônes, hein, donc vous testez la forme de l'utérus généralement, un petit truc là bizarre là.
Mais vous, à ce moment, vous avez quasiment deux cônes utérines là. D'accord? Donc, vous avez un truc avec une cloison qui va descendre au fond de l'utérus comme ça, et on aura deux grosses cônes. On peut avoir des utérus bicones bicervicales. Donc, c'est comme qu'il y a deux cols et deux cavités utérines. Vous aurez des utérus bicones unicervicales. Elle a une seule cavité utérine, mais quand vous entrez, vous avancez, vous vous rendez compte qu'il y a une grosse cloison dedans qui font qu'elle ait deux cônes après. Mais l'échographie 3D est très importante. Des fois, on fait souvent l'IRM, mais il y a des cas où on aurait pu faire l'échographie 3D qui est moins coûteux que l'IRM. On peut faire certains examens de radiologie, comme l'hystérosalpingographie, qui peuvent aider parce qu'on va pousser le bruit de contraste, il va dessiner la cavité, on va se rendre compte qu'on a deux cavités comme ça. Ou quand il va par exemple mettre en place un cathéter, il se rend compte qu'il met le cathéter quelque part, mais il a pourtant il a deux points. Mais les complications vont surtout inclure les problèmes de fertilité la plupart du temps. Une femme qui n'a pas d'utérus, elle n'a pas réussi à concevoir. Il y a eu, les progrès de la médecine ont permis que, je pense qu'en Australie, chez une dame qui avait eu un syndrome de Rokitansky, ça veut dire qu'elle n'avait pas d'utérus du tout. On a pu lui faire une greffe d'utérus. On a pris l'utérus de sa mère, qui avait arrêté de faire les maternités. On lui a greffé l'utérus de sa mère. Elle a réussi à concevoir avec. On a fait une césarienne. Après, on a changé le bébé. Donc, ils ont réussi à le faire. Donc, vraiment, ça sera surtout des troubles de la fertilité, lorsqu'on a une utérus qui est bicone, des trucs comme ça. Les troubles menstruels, si vous avez une imperforation imménable, vous n'aurez pas de règles. S'il y a une agénésie des ovaires, vous n'aurez pas de règles, des trucs comme ça. Ça peut être des problèmes urinaires, si on a une hyposplasia. Ça peut être des difficultés sexuelles, ouais, ça peut aussi arriver. Si, imaginez-vous une femme qui a une cloison vaginale. Le vagin est quasiment cloisonné, il y a une division dans le vagin. Elle aura des difficultés sur le plan sexuel. Ça aura des conséquences psychosociaux. Imaginez-vous cette jeune fille à qui on dit qu'elle n'a pas d'utérus. Vous voyez, dans un contexte comme le nôtre, en culture sahélo-peul, où on s'attend à ce que toute femme puisse concevoir. On vient, on fait on lui dit, bon, votre fille n'a pas d'utérus. Vous imaginez ce que ça représente un peu comme choc sur le plan psychologique pour elle, sur le plan social, pour sa famille et tout. Euh, Ça peut y avoir des complications pendant la grossesse dans l'utérus bicone. Et là, je vous donne une petite astuce. Parce que il y a une façon de faire la différence entre une béance cervico-ismique et un utérus bicone. C'est sur le plan des grossesses. Si vous avez une patiente qui fait des fausses couches à des âges de plus en plus avancés, donc, première grossesse, elle fait une fausse couche à 14 semaines, à 17 semaines. Deuxième grossesse, elle fait une fausse couche à 22 semaines. Troisième grossesse, elle fait une fausse couche à 28 semaines. C'est différent d'un qui, à la première grossesse, fait une fausse couche à 28 semaines. Deuxième, elle fait une fausse couche à 22. Troisième, elle fait une fausse couche à 17. C'est pas le même tableau. Vous voyez? C'est deux dames qui font des fausses couches, mais qui ont deux diagnostics différents. Celle qui fait des fausses couches à des âges consécutivement ascendante, bon, 17, 22, 28, c'est une dame qui a souvent une utérus bicone. Ça veut dire que chaque grossesse qui arrive distend un peu plus la cavité et du coup, si elle continue souvent comme ça, elle a plus de chances à concevoir après. C'est que l'enfant va de plus en plus créer un peu d'espace et chaque grossesse qui va arriver va durer un peu plus longtemps parce qu'il y a plus d'espace qui a été créé. Mais une dame qui fait des fausses couches et commence premier accouchement prématuré, 32 semaines, deuxième grossesse, fausse couche, 26 semaines, troisième grossesse, fausse couche, 21 semaines, 23, 22 semaines, ça veut dire que dans son cas, son col, il est léger. Son col ne supporte pas le poids de la grossesse. Et à chaque grossesse, le col lâche un peu plus. OK? Donc, dans le premier cas, généralement, c'est un problème de malformation utérine, alors que dans le deuxième cas, c'est souvent une incompétence cervicale, ce qu'on pourrait appeler une béance cervico-ismique. Voilà, on va comment faire un peu une petite différence entre les deux. Dans la prise en charge ici, ça va dépendre naturellement du type de malformation, ça va dépendre de la gravité. Si on vous dit que c'est une personne qui n'a pas d'utérus, vous convenez avec moi que vous n'avez pas grand-chose à faire chez elle. Vous n'irez pas prendre un utérus pour mettre chez elle. Même si vous avez un utérus, il faut encore que vous trouviez une équipe spécialisée pour la prise en charge dans son cas. Vous voyez? Mais autant, si on vous dit que c'est un patient qui a une imperforation de son hymen, bon, ça, c'est pas, ça, c'est facile à faire. Vous faites une incision en étoile. Ça, il faut aussi avoir été entraîné. Vous faites une incision, vous videz son sang et là, tout est résolu chez elle. Donc, tout va vraiment dépendre. Mais la prise en charge, ça peut inclure une surveillance régulière, ça peut être des corrections sur le plan chirurgical, ça peut être des traitements
hormonaux, ça peut être une rééducation. Donc, si vous voyez un patient qui n'a pas d'ovaire, par exemple, vous pouvez lui apporter des hormones que les ovaires devaient produire, les oestrogènes, la progestérone, ça peut être apporté en externe. Ça peut être une rééducation fonctionnelle, ça peut être des interventions médicales spécifiques. On peut avoir des conduites préventives. La prévention des malformations de l'appareil génital repose sur une approche multidisciplinaire. Vous ne pouvez pas le faire seul. Il faut impliquer les généticiens, il faut impliquer les chirurgiens, il faut impliquer vraiment beaucoup de personnes, les pédiatres. Il faut plusieurs mondes à l'intérieur. Il peut inclure des mesures telles que le dépistage prénatal, l'éducation sur les facteurs de risque évitables comme le tabagisme, comme l'alcool, comme l'exposition aux substances toxiques pendant la grossesse. Une patiente qui travaille à la station et qui sert du carburant, on sait que le carburant, il est nocif pour sa grossesse. Il va falloir que lorsqu'elle serait enceinte, vous, en tant que sage-femme, vous faites une lettre à son patron pour demander qu'on lui change de poste d'affectation. On peut l'envoyer aux caisses, elle peut aller travailler à la caisse où elle n'est pas exposée au pétrole. Si vous avez une de vos patientes en tant que sage-femme demain qui vous dit qu'elle travaille en radiographie, elle est technicienne d'imagerie médicale, une fois qu'elle est enceinte, vous devez faire une lettre pour demander qu'on change de poste, qu'elle ne travaille plus on fait les radios, elle peut aller par exemple en échographie. Ça, c'est très important pour elle. OK, c'est bon. Là, on continue avec le prolapsus génital. Le prolapsus génital. Quand on parle de prolapsus, généralement, c'est une extériorisation des organes. Si vous remarquez beaucoup, dans ce cours, j'ai pas mis beaucoup de schémas parce qu'on est vraiment dans l'aspect pathologique. Quand on est dans les aspects anatomiques, je vous mets pas mal de schémas pour que vous compreniez. Peut-être j'aurais dû penser à vous mettre quelques schémas pour que vous voyez un peu ce que c'est qu'un prolapsus. Ben, OK, peut-être. Je vais vous envoyer des images à la suite pour que vous voyez exactement ce que c'est. Mais quand on parle d'un prolapsus, c'est une sortie d'organes. OK, c'est un organe qui quitte sa position normale. Ça s'appelle l'utérus qui descend. C'est un organe qui quitte sa position normale parce que les moyens qui le soutiennent ont lâché, si vous voulez. L'utérus est maintenu en place par plusieurs ligaments, les ligaments ronds, les ligaments hétérosacrés, par le muscle même du plancher pelvien. Si toutes ces structures-là lâchent, peut-être parce que la femme a beaucoup accouché, parce qu'elle a fait des macrosomes, parce qu'elle a pris beaucoup de poids, ça va faire que les organes vont lâcher. Ça va tomber, si vous voulez, en quelque sorte. La vessie est maintenue en place par plusieurs structures qui les gardent en place. Si vous prenez assez de poids, si vous prenez certains types de médicaments, si vous accouchez beaucoup, toutes ces structures qui maintiennent en place la vessie, ça peut lâcher. La vessie va chuter, va tomber quasiment dans votre cavité vaginale, ce qu'on appelle une cystocèle. Le rectum est maintenu en place à travers plusieurs ligaments. Si pour le même mécanisme, il y a des choses qui se passent et que ces ligaments lâchent, même chose, à ce moment, on aura le rectum qui va lâcher et tout de suite, on aura un rectocèle. Donc, le prolapsus génital, encore appelé prolapsus pelvien, est une condition dans laquelle les organes pelviens comme l'utérus, comme la vessie, comme le rectum ou comme le vagin, vont descendre ou faire saillie en dehors de leur position normale. Ils sont généralement causés par un affaiblissement ou un relâchement des tissus de soutien de ces différents organes-là. Donc, l'intérêt, c'est que le prolapsus génital peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des femmes affectées. Ça peut entraîner des symptômes gênants. Vous imaginez une femme qui vous dit que, elles vont venir vous dire que, bon, docteur, je sens un bout dans mon vagin. Quand je touche, j'ai comme si mon vagin sortait. Bon, pour elle, elle va vous dire que c'est comme si son vagin sortait. Parce que, je pense qu'on en a parlé dans la suite, il y a plusieurs grades. Souvent, il arrive que l'organe, justement, sort au point où vous avez quasiment l'utérus qui est à l'extérieur. Okay? Dans les grades 3, dans les grades 4. Ça, c'est gênant pour le patient. Sur le plan sexuel, ça devient difficile parce que tout est descendu. Quand la vessie descend, on ne peut plus contenir l'urine normalement. Ça pose des gros problèmes. Et donc, cela peut entraîner des syndromes gênants, une altération de la fonction normale. Le pronostic dépend la plupart du temps du type et de la gravité du prolapsus, de l'âge de la patiente aussi, de son état de santé générale et même de la prise en charge appropriée. C'est ça. Si vous avez une patiente qui est jeune, plus elle est jeune, plus elle a toutes les chances que tout marche vite, tout marche bien. Si vous avez une maman qui a 82 ans et qui a fait son prolapsus, bon, on va l'accompagner, mais on n'aura pas les mêmes chances de rééducation qui vont marcher comme chez une jeune fille de 35 ans. Donc, ça va dépendre.
Si vous avez, vous voyez une patiente qui a un prolapsus au grade 1 ou grade 2, j'en ai de temps en temps ici en consultation. Elle a toutes les chances de tout récupérer, comparé si on a un grade 4 où l'organe, par exemple, si c'est un hystérocèle, donc une descente de l'utérus qui sort quasiment hors de l'utérus, qui sort hors du vagin, c'est-à-dire que vous avez l'utérus qui est à l'extérieur, hein, qui est à la vulve, si vous voyez, si vous voyez un peu. À ce moment, c'est un peu plus dur de prendre en charge. Le prolapsus survient lorsque les tissus de soutien, on l'a dit, de l'appareil génital féminin vont s'affaiblir ou vont lâcher, ce qui peut être dû à plusieurs facteurs. On a dit les tissus de soutien, ce sont les muscles, c'est le muscle du plancher pelvien, ce sont les ligaments. Dans le cas de l'utérus, vous avez dit par exemple, on a les ligaments ronds, on a les ligaments utéro-ovariens, on a les ligaments utérosacrés, voilà. On a le ligament large. Ça peut être des fascias qui vont maintenir les organes pelviens en place. Si jamais se détériorent, ils vont se détériorer. Pourquoi? Ça peut être parce que la femme a pris beaucoup de poids. Si vous prenez le poids, ce que je dis toujours aux gens, c'est que quand vous prenez le poids, la graisse que vous voyez sur votre corps, c'est pareil sur vos organes internes. Ça va peser. Donc, vous aurez une augmentation de la masse graisseuse ou de la masse de vos organes internes. Ça va appuyer sur les muscles du plancher qui finissent par faiblir, par lâcher et tout descend. Une femme qui fait des macrosomes, qui accouche des gros bébés, ça tire sur les structures de soutien de l'utérus et ça fait descendre en réalité l'utérus dans la cavité vaginale. Si une dame qui garde les urines tout le temps, ça pèse sur la vessie, ça finit par lâcher les structures. Au fond, c'est ça, ce sont ces éléments qui vont entraîner une détérioration des différentes structures. Alors, les causes, on a dit, sont nombreuses, peuvent être multifactorielles, c'est pas un seul élément, il y a beaucoup de choses qui vont aller ensemble. Le vieillissement, le fait d'être vieux, ça passe, on ne change pas. Si vous vieillissez, vous devenez ménopausé. Quand vous êtes ménopausé, il y a une carence en hormones. Les hormones sont nécessaires pour soutenir votre corps. Vous voyez, quand les patientes sont jeunes, comme vous, par exemple, vous êtes toute jeune, bien sûr, je crois. Je pense pas qu'il y ait des vieilles filles parmi vous, je sais pas. Mais vous êtes jeune, moi, tel que je vous vois. Lorsque vous êtes jeune, vous voyez, vous avez des peaux qui sont belles, qui sont luisantes et tout le reste. C'est l'effet des hormones. Mais une fois que vous êtes ménopausé, quand vous voyez une femme ménopausée là, et qui n'est pas prise en charge, vous avez souvent la peau qui est flippée, tout chute et tout le reste, c'est une carence hormonale. Ce sont des choses qu'il faut savoir analyser. Donc, le fait d'avoir des grossesses multiples et des accouchements par voie basse, ça va tirer sur la structure. Les facteurs génétiques et familiaux, si dans la famille, on a souvent eu l'habitude de prendre, d'avoir un prolapsus, vous pourriez en avoir également. L'obésité et le surpoids, le tabagisme, l'exposition à des facteurs aggravants comme la toux. Quand vous toussez de manière chronique, vous augmentez la pression intra-abdominale et donc, par conséquent, ça appuie sur les structures de soutien. Si vous faites des activités physiques intenses ou si vous soulevez les charges, je ne sais pas, dans votre classe, il y a des femmes qui soulèvent le poids. Il y a des femmes qui parlent de faire soulever les charges pour taper le mari, je ne sais pas. Parce que si vous commencez à soulever des charges qui sont lourdes et tout le temps, alors je vous garantis que vous pourriez à la limite augmenter la pression intra-abdominale et même dans une certaine mesure, plus tard, vous voyez, créer un prolapsus qui va arriver. Mm. Des conditions médicales, des conditions médicales comme la constipation. Les conditions médicales comme la constipation, pareil. La multiparité, les facteurs de risque, c'est la multiparité, l'accouchement par voie basse, l'âge avancé parce que les cellules vieillissent, la ménopause, l'obésité, le tabagisme, les antécédents familiaux, les conditions médicales comme la constipation. Alors, quels sont les signes et les symptômes? Je vous ai dit, c'est une patiente qui va souvent venir consulter parce qu'elle sent une boule dans son vagin, elle sent qu'il y a une masse dans ses fesses, elle sent qu'il y a un truc qui est bizarre dans son corps. Pour uriner, ça devient difficile. Elle commence à être constipée un peu de temps en temps. Elle a des fuites urinaires, les urines, ça fuit. Elle peut avoir des douleurs ou même des inconforts pendant les rapports sexuels parce que tout est descendu. Elle peut avoir des saignements vaginaux anormaux. Ah, alors, je fais une parenthèse. Le cancer du col, il est réel. Aujourd'hui, j'ai une dame que j'ai reçue, la dernière personne que j'ai vue tout à l'heure, qui a 40 ans. Elle est enceinte et elle a un cancer du col bien avancé, bien avancé. Et c'est une dame qu'on m'a envoyé en me disant qu'elle avait des condylomes et tout. Dès que je l'ai examinée,
J'ai suivi en clinique, c'était pas très bien. Elle a 35 semaines là actuellement. Et lorsque je vais mettre un spéculum pour voir là-dedans, j'ai une masse nécrotique au niveau de son corps qui saigne au contact. C'est un cancer du corps. Bien avancé d'ailleurs, je veux dire encore. Moi, je l'ai suggéré qu'on fasse une césarienne le plus tôt possible, je pense dans 2 semaines, maxi, qu'on fasse une césarienne. Et mais qu'on pense à faire également une biopsie chez elle pour faire un diagnostic. Donc, ce sont les trucs qui sont réels. À l'examen physique, on va dire, en réalité, dans les prolapsus, si l'utérus descend, on va commencer par les tâches antérieures parce qu'on va diviser le bassin, non, le pelvis en 3 étages pour faire le diagnostic des prolapsus. On aura les tâches antérieures, c'est la vessie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, à l'examen physique peut révéler, voilà, je disais, et on a trois grands étages. L'étage antérieur, c'est la vessie. S'il descend, on va parler de cystocèle. La vessie qui descend, c'est le cystocèle. L'étage moyen, c'est l'utérus, c'est le vagin. Si l'utérus descend, on parlera d'hystérocèle. Si le vagin ou, généralement, quand on parle du vagin, c'est pas le vagin qui va descendre, c'est le cul-de-sac de Douglas qui va descendre. On va parler d'érythrocèle. L'étage postérieur, c'est le rectum. S'il descend, on va parler de rectocèle. Voilà un peu les grands noms que vous aurez dans les prolapsus. Cystocèle, la vessie. Hystérocèle, l'utérus. Érythrocèle, le cul-de-sac de Douglas. Rectocèle, le rectum. Ce qui veut dire que quand vous examinez une patiente qui vous dit qu'elle a une masse dans son vagin, il faut étudier sa masse étage par étage. Il faut commencer par étudier l'étage antérieur, et ensuite étudier l'étage moyen, et enfin étudier l'étage postérieur. L'examen est souvent compliqué parce que, on vous a dit, c'est lorsque la pression intra-abdominale augmente que la masse va sortir. Donc, vous pouvez avoir une patiente, lorsqu'elle vient se coucher et s'allonger sur le dos, tout rentre dans l'ordre parce que comme elle est allongée sur le dos, ça équilibre la masse abdominale. Et pour le coup, vous ne sentez plus rien. Donc, il faut savoir, lorsque une patiente vous dit qu'elle a une masse, si lorsqu'elle est couchée, vous examinez, vous ne sentez rien, n'hésitez pas à dire à cette patiente de se lever et vous l'examinez en position debout. Parce que lorsqu'elle sera en position debout, tous les organes ont tendance à redescendre et à ce moment-là, vous pouvez facilement mettre en évidence les organes qui sont atteints. Donc, euh, voilà la position que je tenais à faire lorsqu'on veut faire l'examen physique chez un patient qui présente un prolapsus génital. Donc, l'examen physique peut révéler des organes pelviens visibles à l'inspection ou à la palpation, en notant que ça peut être fait chez une patiente, ça peut être fait chez une patiente soit en position debout, soit en position allongée. On peut utiliser différentes échelles de classification pour évaluer les degrés de prolapsus. L'échelle la plus connue, vraiment, c'est l'échelle des grades, le grade 1, 2, 3, 4. 1, c'est que l'organe, il est vraiment encore à l'intérieur. Vous ne le voyez même pas au niveau du vagin. Vous pouvez l'apprécier lorsque vous faites un toucher. Le grade 2, vous le voyez dans le vagin, mais il ne traverse pas le tiers inférieur du vagin. Le grade 3, vous voyez l'organe quasiment au niveau de l'orifice vaginal, mais il ne franchit pas le grade 4 et il sort carrément du vagin. Donc, mais il y a plusieurs autres échelles qu'on peut utiliser. Les complications possibles du prolapsus, naturellement, ça peut être des infections urinaires récurrentes parce que la vessie a changé de position. Ça va entraîner une stase de l'urine à l'intérieur qui peut donc facilement s'infecter. Ça peut être des infections vaginales. Vous imaginez un utérus qui commence à sortir qui est à l'extérieur. Normalement, il est censé être dedans. Lorsqu'il va sortir pour se tenir à l'extérieur, des germes peuvent être fixés dessus et quand la patiente va le repousser là-dedans, il peut rentrer avec les germes, ça va créer des infections. On peut avoir des ulcérations ou même des plaies qui sont dues au frottement des organes parce que le vagin qui descend ou le rectum qui bouge tout le temps, ça fait des frottements. Ça peut être des saignements vaginaux excessifs ou même irréguliers, ça peut être des troubles sexuels et même des difficultés dans les relations intimes.
Qu'est-ce qu'on fait dans la prise en charge? Je le résume comme ça, parce que c'est écrit. Trois grands volets, quatre grands volets, pardon. Quatre grands volets dans la prise en charge. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle le counseling. Le premier volet. La plupart du temps, je vous dis, c'est parce qu'une patiente a pris le poids. On va dire à la patiente de faire un sport, un régime pour réduire son poids. C'est la première chose, la première porte de prise en charge. Vraiment la réduction de la prise pondérale. Lorsqu'on réussit à réduire le poids, on peut passer à la deuxième option. La deuxième option, généralement, sera l'utilisation de ce qu'on appelle la kinésithérapie. La kinésithérapie, ce sont les massages, parce qu'on vous a dit que ce sont les ligaments qui ont lâché, ce sont les tissus, les structures de soutien, les muscles du plancher pelvien qui ont lâché. Donc, grâce à la kinésithérapie, avec plusieurs techniques de stimulation, on peut redonner à ces muscles-là, à ce plancher, tout le tonus nécessaire. Si on réussit à lui donner tout ce tonus-là, alors tout peut rentrer dans l'ordre. Si ça ne marche pas, on peut associer maintenant ce qu'on appelle la prise en charge des médicaments. Il y a des médicaments qu'on peut utiliser, c'est souvent les analogues de l'acétylcholine qu'on peut utiliser. On peut utiliser ce qu'on appelle les PCR. Le PCR, c'est un peu une structure qui peut avoir deux formes, soit en donut. Le donut, c'est un peu comme un beignet qui est de forme ronde, ou une forme en cube qu'on peut mettre sur l'organe et on le pousse, il reste à l'intérieur. Donc, le PCR, en fait, a pour rôle de maintenir l'organe. On va prendre, on le pousse et il va fixer un peu l'organe à l'intérieur. C'est un peu comme si on a, un peu comme une structure de soutien pour renforcer. On met une structure pour maintenir à l'intérieur. Maintenant, ce qui doit ses effets, il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y a des patients, on va dire, bon, quand vous voulez faire le rapport, c'est fait. Madame, vous enlevez votre PCR, vous le gardez, vous le lavez, vous faites le rapport. Quand vous avez fini de faire le rapport, vous le réinsérez pour qu'il maintienne l'organe à l'intérieur. Mais si malgré tout ça, ça ne marche pas, on va proposer souvent une chirurgie. Voilà les quatre grands volets. Donc, le traitement du prolapsus dépend du type et de la gravité, de la condition, de l'âge de la patiente, des symptômes et des souhaits de la patiente. Les options de traitement peuvent inclure la rééducation périnéale, l'utilisation des PCR vaginaux, la physiothérapie, les médicaments et même la chirurgie. Quand on parle de chirurgie, cela ce seront surtout les chirurgies de fixation. Bon, ça ne vous concerne pas parce que si vous avez des cas comme ça, vous allez référer. Il y aura ce qu'on appelle la promontofixation qui consiste à aller refixer, par exemple, la vessie au niveau du promontoire plus haut. On peut aller réaccrocher l'utérus. Mais généralement, lorsqu'on va commencer la prise en charge, on va dire à la patiente d'arrêter de concevoir d'abord pour le temps. Là, non, une patiente que j'ai reçue ici qui est un grade 3. Je l'ai envoyée chez la chez la kinésithérapeute, Madame Danki, qui est à l'hôpital. Elle a commencé les rééducations, la patiente a bien récupéré, on a commencé à bien progresser et tout de suite, allez, pap, derrière la consul. Et voilà, et c'est une dame qui ne voulait pas de césarienne, du coup, ça va dénaturer parce que le poids que l'enfant va présenter à l'utérus, ça va faire lâcher toutes les structures qu'on avait gagnées à travers les rééducations. Donc, pour prévenir ou réduire les risques de prolapsus génital, il est recommandé de prendre en compte des mesures préventives suivantes. Il faut maintenir un poids de santé et un mode de vie actif. C'est bien, j'ai vu certains parmi vous qui commencent à partir au parcours Vita. Ça, c'est bien. Vous devez faire le sport. C'est important. Ça vous permet d'éviter d'accumuler trop de matière grasse. De matière grasse et donc, par conséquent, à réduire certains risques. Ça peut être de renforcer les muscles du plancher pelvien par des exercices de Kegel. Ça consiste à quoi? Quand vous asseyez souvent, allez, vous contractez vos muscles du périnée, vous contractez, vous relâchez. Vous contractez de temps en temps, vous relâchez. Ça marche également très bien. Ça peut être d'éviter de soulever les objets lourds de manière répétée. Ça peut être de traiter les troubles comme la constipation de façon adéquate, d'éviter le tabagisme. Lors de l'accouchement, vous pouvez discuter avec le professionnel de la santé d'ici des différentes méthodes pour réduire les risques de prolapsus. Si c'est un macrosome, on peut proposer par exemple de faire une césarienne pour réduire le nombre de traumatismes au niveau de la vessie. Ça peut arriver, pardon, sur le plancher. Ça peut arriver. Ok, bon, je pense qu'on va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, pour samedi, on va continuer avec les dysplasies cervicales. On aura beaucoup d'autres choses à voir. Bon, voilà.
On vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Adidja Tilmi, tu as des questions? Est-ce que les uns et les autres ont des questions? En fait, comme on a dit que le cours nécessite la présence et que les gens s'arrangent au moins ce qu'on voit leur tête, on a dit que bon, voilà. On a dit que le cours, il faut la gens s'arrangent à ce qu'ils voient sur leur tête. Bon, Peut-être que ça dit que les gens s'arrangent. mais bon, mais vous voyez que le cours comme ça, de manière comme ça, il est pratique, non?